Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souricettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Montessori à la maison, est-ce que c'est vraiment possible ? Ou bien, faut-il réserver la mise en application de la pédagogie Montessori aux écoles, la plupart du temps hors contrat et donc réservée à une élite ? C'est la question que nous allons aborder aujourd'hui. Mais juste avant, je souhaitais mettre en avant le commentaire de Maryse Lefebvre sur ce podcast. Elle a en effet laissé cet avis en écrivant au top, intéressant à écouter, les thèmes sont variés et nombreux. Quel travail! Merci beaucoup Maryse, effectivement ça représente beaucoup de travail, mais pour moi cela en vaut toujours la peine lorsque je lis des commentaires comme celui-ci qui m'indiquent que ce travail sert, qu'il est utile et qu'il peut vous apporter quelque chose dans votre vie quotidienne. Alors revenons-en à l'application de la pédagogie Montessori à la maison. Depuis l'expérience de Céline Alvarez à Gennevilliers, on a beaucoup parlé de l'application de la pédagogie Montessori à l'école. De plus en plus de professeurs s'en inspirent dans l'éducation nationale. Des éducateurs Montessori et des groupes de parents se mettent à créer des écoles indépendantes un peu partout en France. Bref, la France rattrape petit à petit son retard par rapport à des pays comme l'Irlande, l'Angleterre ou les États-Unis, où les écoles Montessori font depuis longtemps partie du paysage éducatif. Maria Montessori était allée aux États-Unis il y a bien longtemps. Et dès le départ, le mouvement Montessori a pris de l'ampleur là-bas, de même qu'en Inde par exemple. Et ça n'a jamais cessé depuis. Alors qu'en France, il est assez intéressant de constater que il y a eu toute une vague de création d'écoles Montessori. Il y a eu des successeurs de Maria Montessori, en particulier parmi les écoles religieuses, privées, avec le travail du Père Fort et d'Hélène Lubienska de Lanval, plus particulièrement. Et même si un certain nombre d'écoles ont su préserver la pédagogie Montessori, elle s'est mise à disparaître dans de plus en plus d'endroits. Lorsque j'étais petite, par exemple, mon école, qui était une école privée sous contrat de centre-ville, très classique, utilisait la pédagogie Montessori. Il y avait une classe sur 2 par niveau qui était montessorienne et l'autre était issue du système classique. Eh bien, lorsque je les ai recontactés il y a une quinzaine d'années, ils n'avaient même pas souvenir, il y a une dizaine d'années, ils n'avaient même pas souvenir d'avoir eu un jour ces classes Montessori. C'est fou, hein ? Il suffit du passage d'une génération pour que tout cela disparaisse. Voilà ce qu'il en est pour les écoles. En revanche, on parle beaucoup moins de la mise en pratique de cette pédagogie à la maison. Alors bien sûr, il y a de nombreux livres sur le sujet, on trouve des coffrets Montessori chez la plupart des grands éditeurs, mais beaucoup de parents qui sont attirés par la pensée de Maria Montessori hésitent à se lancer. Et en général, les craintes sont toujours les mêmes. J'entends les mêmes questions revenir ou les mêmes angoisses revenir. Première inquiétude, le matériel Montessori coûte trop cher, je n'ai pas assez d'argent. Il faut être une école pour se payer tout ce beau matériel en bois et en matériaux nobles. Alors certes, le matériel Montessori doit être beau, parce qu'il doit inspirer du respect à l'enfant, et puis développer son sens esthétique, mais ça ne signifie pas pour autant qu'il doit être cher. On peut jouer sur 3 critères pour réduire un petit peu son investissement financier. Premier critère, on peut fabriquer son matériel Montessori soi-même. Je vais aborder un petit peu les différentes tranches d'âge et les différents types d'activités pour voir avec vous ce qui est facile à fabriquer et ce qui l'est moins. Pour les bébés, il y a très peu de matériel et on peut en fabriquer ou en réunir une bonne partie très facilement et à bas coût. Je pense aux mobiles, aux coussins sensoriels, aux petits paniers thématiques que l'on peut réaliser avec des objets du quotidien. Il existe ensuite quelques matériels qui sont plutôt liés à ce qu'on appelle la coordination œil-main ou oculomotrice. En gros, le travail de motricité fine, si vous voulez, pour simplifier, même si de la motricité relativement grossière à fine.
Ce matériel, il va falloir le plus souvent l'acheter, mais dans un environnement comme la maison, on peut ne pas tout acheter et on peut acheter un matériel qui cumule plusieurs activités en changeant certaines pièces. Je pense par exemple aux boîtes d'encastrement sur lesquelles on peut changer le couvercle. C'est une seule boîte que l'on achète avec différents couvercles. Dans une crèche Montessori, ça ne serait pas pratique, mais à la maison, ça se fait très bien. Ensuite, pour tout ce qui concerne la vie pratique, donc qui va concerner aussi bien des enfants qui commencent à marcher de façon assurée, donc des enfants peut-être entre 18 mois et 3 ans à peu près, que des enfants entre 3 et 6 ans. Donc pour tout ce qui concerne la vie pratique, il suffit généralement de réunir des objets du quotidien, même des choses qu'on trouve en supermarché, et de fabriquer les rares objets qui sortent un petit peu de l'ordinaire, comme les cadres d'habillement. Au niveau de la vie sensorielle, en revanche, qui se pratique là aussi entre 3 et 6 ans, c'est un peu plus difficile. Il s'agit probablement du domaine le plus coûteux dans la pédagogie Montessori parce qu'il y a certaines choses que l'on ne peut pas fabriquer, ou du moins pas à bas coût et pas simplement. Pour réaliser une tour rose, un escalier marron, on peut le faire mais ça va nous coûter cher en matériel. Et pour un matériel comme les blocs de cylindres, là ce sera très difficile à réaliser soi-même si l'on n'est pas ébéniste ou menuisier. Même là, cependant, même dans la vie sensorielle, si l'on est prêt à faire un peu de bricolage, on peut tout à fait en fabriquer une bonne partie. Dans ma formation vie sensorielle, je propose un certain nombre de tutoriels. Il y a beaucoup de choses que l'on peut faire soi-même, comme les flacons des odeurs, les flacons des saveurs, les barres rouges, la table de Pythagore. Bref, il y a quand même beaucoup de possibilités et beaucoup de choses que l'on peut faire soi-même. Il y a aussi les tablettes rugueuses ou les planches lisses et rugueuses, les boîtes à tissus, etc. Ensuite, concernant le langage, donc tout ce qui est lecture, écriture, grammaire, qui recouvre aussi bien la période 3-6 ans que 6-12 ans, je n'ai vraiment pas acheté grand-chose. Tout ce que j'ai acheté, ce sont les volumes de grammaire, qui ne sont d'ailleurs pas totalement indispensables, et puis des boîtes de rangement. Tout le reste, c'est le produit de mon imprimante et de ma plastifieuse. Il m'a juste fallu faire un petit peu de bricolage pour mes boîtes de grammaire, mais qui sont simplifiées par rapport à ce que l'on voit généralement dans les salles de classe. Parce que là aussi, tout comme les encastrements pour les bébés, lorsqu'on n'a que 1 ou 2 enfants d'une certaine tranche d'âge, eh bien on peut simplifier le matériel, regrouper différentes choses ensemble. Ce qu'on ne peut pas faire dans une salle de classe où on a besoin que plusieurs enfants puissent utiliser le matériel à différentes étapes. Pour le calcul, le plus gros du matériel est constitué de perles que l'on peut assembler soi-même, ce qui réduit considérablement les coûts. Là encore, je n'ai absolument rien acheté, à part les perles elles-mêmes. Tout se fabrique. Alors, je l'avoue, j'ai acheté les cubes de mille et les plaques de sang en bois, mais ça aurait pu également se fabriquer. En histoire et en sciences de la vie, à part les puzzles que l'on peut présenter en vie sensorielle, il s'agit essentiellement de nomenclature, donc imprimante et plastifieuse, et de choses à vivre à l'extérieur, surtout. Rien ne vaut l'observation dans la nature pour les sciences naturelles. Il faut simplement sortir. C'est notre milieu d'exploration privilégié. Et pour le reste, comme je vous le disais, les nomenclatures, c'est extrêmement simple à faire soi-même. Il reste la géographie, où les puzzles sont assez coûteux, mais je connais des mamans qui les ont réalisés elles-mêmes à la scie à chantourner, d'autres qui les ont achetés en bois et qui les ont peints elles-mêmes, ce qui réduit un petit peu les coûts aussi. Alors à la scie à chantourner, je vous avoue que ce n'est pas simple, mais c'est faisable si vous êtes un tout petit peu bricoleuse. Et enfin la musique, bien évidemment il faut investir dans quelques petits instruments. Alors les fameuses clochettes Montessori sont bien souvent inabordables pour un foyer, mais on peut les remplacer par d'autres clochettes, même si j'avoue que le son des clochettes Montessori est incroyablement beau et qu'il permet d'entendre toutes les harmoniques des notes. Donc, on développe autre chose par ces clochettes-là. Mais bon, on peut tout de même intégrer la notion fondamentale de notes et de hauteur de notes avec d'autres clochettes. Ou alors adopter, juste pour cette matière, la musique, une autre méthode d'apprentissage. À part les clochettes Montessori et puis quelques instruments de musique,
et puis de quoi écouter de la musique, donc une petite chaîne, éventuellement un casque. On n'a pas besoin, tout le reste peut se fabriquer soi-même également. Donc premier critère, on peut fabriquer soi-même le matériel. Deuxième chose, on peut choisir du matériel de qualité un peu inférieure. C'est évident, un matériel destiné à un seul enfant ou à une fratrie n'a pas besoin d'être aussi solide qu'un matériel qui passe dans une dizaine de mains différentes chaque jour. La qualité de la peinture, du bois, du collage peut donc être légèrement inférieure sans que ce soit réellement gênant. Il faut savoir que le matériel agréé par l'Association Montessori Internationale coûte extrêmement cher. Mais c'est parce qu'il doit rester impeccable pendant des années, malgré une utilisation intensive dans une classe. Il existe en revanche de nombreuses boutiques très sérieuses qui proposent du bon matériel qui est parfaitement suffisant pour une utilisation familiale. Je pense par exemple à 1, 2, 3 Montessori, si vous êtes prête à mettre un petit peu d'huile de coude et à faire les finitions vous-même, à assembler le matériel en bois et à le peindre. Je pense aussi à Tangram Montessori pour un certain nombre d'autres choses. Et puis voilà, vous avez quelques autres boutiques qui sont sérieuses. Et si vraiment on choisit du matériel d'excellente qualité, parce que c'est ce qu'on souhaite pour ses enfants, il faut savoir qu'on pourra le revendre lorsque les enfants auront passé l'âge de l'utiliser. Et normalement, il sera encore comme neuf. Surtout qu'on apprend vraiment aux enfants à respecter le matériel. Troisième critère sur lequel on peut jouer, on peut réduire le nombre de matériel. Il faut savoir que dans la pédagogie Montessori, on adapte le matériel à l'enfant et non l'inverse. Ça signifie que suivant les enfants, on prévoira une activité couture ou bouquet de fleurs, vissage de boulons ou lessive. Toutes ces activités ne seront pas forcément indispensables pour chaque enfant. Une classe, en revanche, doit bien évidemment avoir une grande diversité de matériel parce qu'il faudra satisfaire tous les enfants à tous les moments de leur passage dans la classe. Mais à la maison, on peut sélectionner les quelques activités intéressantes à proposer après avoir bien observé son enfant. Je crois que c'est d'ailleurs une erreur que j'avais commise la première fois que j'ai ouvert ma formation en ligne à la vie pratique Montessori. Je n'avais pas vraiment explicité tout cela, et ça a été la source d'un grand malentendu avec certaines stagiaires. En effet, pour moi, il est indispensable de voir la cohérence de l'ensemble de la vie pratique pour pouvoir choisir les activités que l'on va présenter à son enfant. On doit supprimer une activité qu'en toute connaissance de cause, en sachant ce à quoi elle fait suite et, dans l'autre sens, ce à quoi elle prépare. Bref, il faut absolument avoir notion de sa place dans la progression globale montessorienne. C'est pourquoi dans ma formation, je présente l'ensemble des activités de vie pratique, du premier verset jusqu'au jardinage. Tout ce qu'on peut trouver dans une classe Montessori. Je présente absolument tout. Et certaines de mes stagiaires ont du coup cru que pour bien faire, il fallait absolument présenter toutes ces activités à leur enfant. Elles s'étaient donc découragées avant même d'avoir essayé. Alors, j'ai bien évidemment corrigé depuis, en leur proposant en plus de l'ensemble des activités possibles, un modèle d'étagère minimale, avec vraiment le minimum viable en vie pratique, à adapter évidemment suivant les besoins et les centres d'intérêt de leurs enfants. Mais du coup, elles sont plus à l'aise pour savoir ce qui est vraiment indispensable et dans ces catégories indispensables, ensuite comment aller choisir l'activité qui va vraiment correspondre à leur enfant, plutôt que d'essayer de tout avoir comme dans une classe montessorienne. Moi-même, alors que je prévoyais de monter une école Montessori à Toulon, donc au tout début de ma pratique montessorienne, je n'ai présenté qu'une partie de la vie pratique à mon aîné. Nous n'avions pas tout. Puis j'ai complété mes étagères pour ma deuxième, et enfin pour mon troisième, afin de m'adapter à ce qui les attirait. Au final, ils ne s'intéressaient pas nécessairement aux mêmes choses que leurs grands frères. Mais tout ça s'est fait sur 4 ans, petit à petit, et avec des moyens très simples. Alors au bout du troisième, j'avais tout le matériel de vie pratique, non seulement pour mes propres enfants, mais aussi pour pouvoir ensuite proposer des formations. Au final, j'ai fait le calcul et pour l'ensemble de la vie pratique, j'en ai eu pour une centaine d'euros, plus 45 € de mobilier. Une étagère, une chaise et une table pour un enfant. En comptant qu'il faut rajouter à peu près 20 € par enfant pour une chaise et une table supplémentaires. Donc,
Pour un enfant, 145 € au total. Pour 2 enfants, on arriverait au total à 165 €. Franchement, quand on voit le prix des jouets et la quantité de cadeaux que reçoivent les enfants aujourd'hui, je trouve que ça reste bien raisonnable et dans un but bien plus épanouissant. Alors, je ne nie pas la difficulté pour certaines personnes qui n'ont que très peu de moyens à réunir ce matériel, mais ce sont souvent des personnes plutôt favorisées qui hésitent un petit peu sur le coût de ce matériel sans se rendre compte de ce qu'on peut faire pour le réduire. Et vous voyez que même, j'ai d'ailleurs parmi mes stagiaires un certain nombre de familles avec très 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 peu de moyens qui ont fait des sacrifices sur d'autres choses. Ça peut être les vêtements, par exemple, qui choisissent plutôt des vêtements de seconde main ou des vêtements qu'on leur donne pour leurs enfants, mais qui investissent un peu plus dans du matériel pédagogique pour leur éducation. Alors vous verrez que cette idée, ce troisième critère de réduire le nombre de matériel va répondre d'avance à l'objection suivante. Donc, la première objection, c'était que le matériel Montessori coûtait trop cher. Eh bien, la deuxième, que j'entends le plus souvent, c'est « je n'ai pas la place. Tout ce matériel prend trop de place, c'est volumineux, je ne peux pas mettre ça chez moi. » Honnêtement, cela n'a rien de déraisonnable de prévoir chez soi un coin avec une petite table et une petite chaise pour son enfant, que l'on souhaite appliquer la pédagogie Montessori ou non. C'est quelque chose que beaucoup de familles font pour que leur enfant puisse jouer, dessiner sur cette table. Bref, on n'a pas besoin de réserver cette table à des séances de travail Montessori. Et on peut même envisager une planche qui se replie contre le mur si vraiment on manque d'espace. C'est quelque chose que j'ai d'ailleurs proposé pour aider des assistantes maternelles à aménager leur espace. Pour le reste, le matériel de vie pratique tient largement sur une petite étagère. On peut même mettre sur une seule étagère de la vie pratique et de la vie sensorielle et faire tourner un petit peu les choses. Nous avons, dans notre famille, évidemment beaucoup plus de place. Nous avons ce que nous appelons notre salle de classe, qui est une grande pièce lumineuse. Nous avons plusieurs étagères, une par différentes matières, si vous voulez. Nous avons un cabinet pour les nomenclatures, nous avons un petit coin nido pour notre bébé, etc. Mais nous faisons l'instruction en famille. Et avec 5 enfants. Et en plus, j'assure des formations Montessori. Donc nous sommes bien au-delà de tout ce dont on a besoin pour un seul enfant, par exemple. Ou lorsqu'on souhaite seulement compléter l'école par certaines activités. Par ailleurs, encore une fois, tout ça s'est construit avec le temps. Au départ, nous avions simplement installé une table, une chaise et une étagère. 2 tables et 2 chaises dans la chambre de notre deuxième enfant. Et puis, nous avons ensuite réaménagé notre espace différemment. Nous avons transformé une chambre en salle de classe et nous avons fait dormir nos 2 aînés dans la même chambre, qui était une espèce de dortoir, salle de jeu. Bref, il y a beaucoup d'adaptations que l'on peut faire. Pour un seul enfant, on peut par exemple adopter une étagère de vie pratique, puis remplacer petit à petit ce matériel par celui de vie sensorielle, qui sera lui-même remplacé progressivement par celui de langage et de calcul. Et on peut donc très bien s'en sortir avec une seule étagère et quelques mètres carrés d'espace de travail. Certaines de mes stagiaires le font, installent ce coin dans le salon, d'autres dans une chambre d'enfant, d'autres dans une véranda, dans des combles aménagés, enfin, il y a toutes sortes de possibilités. Et puis beaucoup de choses s'apprennent aussi tout simplement dans la vie quotidienne, lors d'une sortie dans la nature, ou pendant la préparation d'une recette de cuisine, ce qui ne prend pas plus d'espace. On peut très bien intégrer quelques activités de vie pratique liées à la cuisine directement dans la cuisine. Pour en savoir plus, je vous invite à réécouter le podcast, écouter ou réécouter le podcast de la semaine dernière sur l'importance d'un environnement riche. Troisième grande objection ou crainte que j'entends, je n'ai pas le temps. Comment trouverais-je le temps de réunir ces matériels, de me former et de présenter ces activités à mon enfant? Bien entendu, chacun a un emploi du temps plus ou moins chargé. Mais vous pouvez très bien vous contenter de proposer un temps d'activité Montessori une seule fois dans la semaine. Par exemple le samedi matin si vous travaillez. Beaucoup de mes stagiaires se contentent de pratiquer le co-schooling et elles complètent ce que leur enfant apprend à l'école et elles font donc une séance de travail le samedi matin.
Les bébés et les tout-petits n'ont pour leur part qu'un temps de concentration très limité. Et quelques petites séances de 15 ou 20 minutes réparties dans la semaine seront sans doute plus efficaces qu'un grand cycle de 3 heures. En revanche, pour les enfants un peu plus grands, je vous recommande d'essayer de parvenir à un temps de travail de 2h30 à 3 heures. Mais comme je vous le disais, vous pouvez très bien profiter du week-end ou des vacances. Alors pourquoi ce temps de 2h30 à 3 heures ? Tout simplement parce que c'est la durée nécessaire pour que l'enfant fasse le travail qui l'attire au premier abord, puis pour qu'il commence à s'ennuyer un peu, et qu'enfin il se réintéresse à quelque chose d'autre qui sera plutôt ce dont il a besoin que ce dont il a envie. C'est ce cycle qui va lui permettre petit à petit d'aller vers des choses nouvelles et de ne pas se contenter de la facilité. C'est là, avec un cycle suffisamment long, que les vrais besoins de développement de l'enfant se manifestent. 4e objection, j'ai plusieurs enfants d'âge différents. Je ne me vois pas gérer plusieurs niveaux en parallèle. Je vous avoue que si on m'avait parlé de tout ça avant que je ne me forme à la pédagogie Montessori, qu'on m'avait dit que je ferais un jour l'instruction en famille à 5 enfants d'âge différents, je n'y aurais pas cru. Mais en fait, c'est justement toute la beauté de la pédagogie Montessori. À part au moment de la présentation d'une activité, l'enfant travaille en autonomie. Il reprend le travail et il s'entraîne tout seul. Il est donc tout à fait possible de passer d'un enfant à l'autre pour faire des présentations et de passer le reste du temps à observer. Il faut savoir que l'observation est fondamentale pour savoir où en sont les enfants et donc quoi leur proposer par la suite. Alors, une fratrie est différente d'une classe, au sens où dans une classe Montessori, alors on parle plutôt d'une ambiance d'ailleurs que d'une classe Montessori, ne seront réunis que des enfants d'une certaine tranche d'âge. Les 3 à 6 ans, les 6 à 9 ou les 6 à 12, par exemple. Tandis qu'à la maison, on peut se retrouver aussi bien avec un adolescent et un bébé dans la même pièce. Mais d'expérience, ça fonctionne également très bien. Les plus grands vont montrer l'exemple de l'autonomie aux plus petits, et les plus petits absorbent ce qu'ils observent du travail des grands. Il y a d'ailleurs des expériences assez amusantes qui ont été faites par des éducateurs Montessori qui sont généralement des mamans qui se sont mises à aller au travail, donc dans leur ambiance Montessori, avec leur nourrisson, de temps en temps. En installant un petit coin nid d'eau pour le nourrisson, eh bien cela a énormément apporté aux élèves de l'ambiance, et cela apporte généralement aussi beaucoup de calme, de douceur, parce que la douceur nécessaire pour s'occuper d'un tout petit était en quelque sorte contagieuse, et se mettait à envahir toute la pièce. Alors évidemment, un bébé peut être bruyant, mais faites l'essai, vous verrez qu'un bébé dans un environnement calme est calme. Un bébé dans un environnement bruyant devient bruyant. Donc un bébé va être extrêmement sensible à l'ambiance qui l'entoure. Bon, par ailleurs, lorsqu'on a des âges mélangés, rien n'empêche de laisser les plus jeunes arrêter leur séance de travail un peu plus tôt et de les laisser jouer, ou de la commencer un peu plus tard. Ce qui permet du coup d'avoir du temps un petit peu plus serein et un petit peu plus concentré pour s'occuper des plus grands. Étant donné que nous avons, comme je vous le disais, 5 enfants d'âge différents, c'est vraiment un sujet sur lequel j'ai beaucoup réfléchi et expérimenté. Et aujourd'hui, je suis fière de pouvoir dire que on peut proposer tout un éventail de solutions. Et c'est ce que je propose à mes stagiaires d'ailleurs dans les formations. D'ailleurs, ça fait partie des bonus de mes formations vie pratique et vie sensorielle. Comment gérer des enfants d'âge différents. On peut aussi bien profiter de la sieste du petit dernier pour faire des présentations aux plus grands, ou effectuer une espèce de rentrée différée suivant les âges, afin que les aînés se normalisent. Alors, j'aime pas trop utiliser ce terme, mais ça signifie simplement que les enfants se mettent à adopter un comportement calme et concentré, en arrêtant de papillonner d'une activité à l'autre. Et une fois que les plus grands sont normalisés, ils peuvent montrer l'exemple aux plus petits. Il y a plein d'autres possibilités. Avant-dernière objection. Au contraire, je n'ai qu'un seul enfant. Il n'aura pas la stimulation des autres. Alors c'est vrai que contrairement à une fratrie, qui est une véritable communauté et où il y a des plus grands qui peuvent montrer l'exemple aux plus petits, un enfant unique ne pourra pas bénéficier de l'émulation de voir les autres travailler. En revanche, rien ne vous empêche, vous, de prendre un travail et de vous installer non loin de lui.
C'est quelque chose que j'ai pu expérimenter en stage de géographie, quand je me suis formée à la géographie, et où je me suis vraiment plongée dans les puzzles pour essayer de vivre en profondeur ce que vivait l'enfant. Alors évidemment, je n'ai pas choisi les cartes de France ou d'Europe, que je maîtrise tout de même assez bien, mais j'ai pris le puzzle des États-Unis. Je trouvais que c'était intéressant pour moi de savoir où se trouvaient tous ces États dont je pouvais entendre parler dans les actualités ou dans des films ou des livres. Et il se trouve que c'était un sujet que je connaissais très mal. J'ai donc travaillé sur le puzzle des États des États-Unis et j'ai commencé par apprendre le nom et la localisation de tous les États, puis de leur capitale. J'ai ensuite approfondi le sujet, tout comme un enfant assez grand aurait pu le faire en autonomie. Je me suis mise à reclasser les noms des États par ordre alphabétique, et puis je les ai réappris dans l'ordre alphabétique. Je me suis inventé plein d'exercices. J'ai reformé par exemple le puzzle en plaçant les États de A à Z. Ou j'ai cherché à reconnaître chaque État de façon isolée, sans le replacer sur le puzzle global. Je vous assure que c'est difficile parce qu'en fait on retient davantage l'emplacement d'un État que sa forme. Eh bien, je peux vous assurer qu'à la fin de mon stage de géographie, je connaissais ces États sur le bout des doigts. Alors, je me suis pas replongée depuis plusieurs années, mais j'ai pu voir en testant sur un jeu de société que j'avais encore quelques bons restes. Bon, c'est comme tout ce qu'on apprend, il faut y revenir régulièrement pour que ça se maintienne, mais c'était un travail absolument passionnant. Et donc, si vous choisissez d'approfondir vos connaissances de la même façon que moi, bien, non seulement vous progresserez vous-même, mais vous aiderez aussi votre enfant à se placer dans une meilleure ambiance de travail par votre silence, par votre concentration. Et en plus, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous lui montrerez qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Pour moi, dans la vie, il ne s'agit pas d'atteindre un certain niveau, défini à l'avance, on passe le bac et puis c'est tout, mais de garder une curiosité intellectuelle qui sera sans cesse renouvelée pour le monde qui nous entoure. Alors, dernière objection, c'est bien beau, mais moi je ne saurais pas m'y prendre. Je ne suis pas prof, je ne maîtrise pas toutes ces matières, je ne vois pas comment je me mettrais à faire des présentations montessoriennes. Alors, certes, on ne s'improvise pas éducateur Montessori. C'est bien pour ça qu'il existe des formations. Trop souvent, je vois des parents, malheureusement, acheter du matériel et se contenter de le mettre à la disposition de l'enfant, sans le lui présenter, et sans faire vivre l'enfant dans une ambiance Montessori. Le résultat, c'est tout simple, c'est que l'enfant ne s'y intéresse pas, parce qu'on ne lui en a pas montré toute la richesse, tout le potentiel, et les parents sont alors déçus par cette pédagogie. En fait, il faut bien prendre conscience qu'avant d'être un ensemble matériel, la pédagogie Montessori est une philosophie, une manière de considérer l'enfant, on pourrait dire une anthropologie aussi, et une attitude qui se prépare, une attitude de l'adulte. Avant même d'envisager de présenter quoi que ce soit à l'enfant, l'éducateur doit tâcher de se préparer lui-même intérieurement, car l'enfant va absorber une grande partie des comportements de l'adulte. C'est ce que Maria Montessori appelle la préparation intérieure de l'adulte. Il est donc vraiment indispensable de se former, d'une façon ou d'une autre. On peut utiliser des livres, malheureusement ça reste très limité. Et il est quand même formidable aujourd'hui d'avoir les vidéos en ligne. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on était obligé de se rendre dans des centres de formation, de se déplacer, de prendre plusieurs semaines de congé, etc. De faire garder ses enfants, de payer des frais d'hôtel, enfin c'était très compliqué. C'est ce que moi-même j'ai fait. Aujourd'hui, on a des vidéos en ligne, ce qui fait qu'on peut avoir la même qualité de formation, le même suivi aussi, dans d'autres conditions, en suivant des formations à son rythme, de chez soi, le soir, le week-end, quand on a un creux. Et c'est donc beaucoup plus facile. En revanche, toujours pour répondre à cette objection de « je ne suis pas prof, je ne sais pas comment m'y prendre », ce que je trouve absolument fantastique avec ce matériel Montessori, c'est que puisqu'il est autocorrectif, il n'est pas nécessaire de connaître soi-même, je ne sais pas moi, tous les drapeaux du monde sur le bout des doigts, par exemple, pour pouvoir les faire découvrir à son enfant. On n'a pas besoin de maîtriser toutes les subtilités de l'algèbre pour
les introduire à son enfant à travers le cube du binôme ou du trinôme, de façon vivante. Suivant leur forme d'intelligence ou leur goût particulier, 2 enfants ne vont jamais retirer la même chose du même matériel. L'un ira peut-être beaucoup plus en profondeur que l'autre sur ce matériel spécifique, ou alors tirera des conclusions que l'autre n'avait pas envisagées. Et ça permet justement à chacun d'exploiter au maximum ses possibilités, indépendamment des compétences académiques de l'éducateur. En revanche, il doit avoir des compétences pédagogiques, d'où l'intérêt de se former. J'ai personnellement rencontré des éducatrices qui n'avaient que leur brevet, et dont les enfants, qui avaient beaucoup de potentiel et qu'elles instruisaient en famille, ont pu faire de brillantes études grâce à cette pédagogie, car c'est la pédagogie qui s'adapte au niveau de l'enfant, et non l'inverse. L'une de mes formatrices, par exemple, qui faisait partie de ces personnes qui n'avaient jamais obtenu que leur brevet, avait son fils qui était allé jusqu'à faire une thèse de mathématiques. Elle avait assisté à la soutenance de thèse sans rien comprendre. Je vous rassure, moi-même qui ai aussi fait un début de thèse de mathématiques et informatique, lorsque j'allais écouter les soutenances de thèse de mes camarades, je ne comprenais pas grand-chose, je vous l'avoue. Tout simplement parce que chaque sujet mathématique très spécialisé, comme au niveau d'une thèse, est très délicat. Mais le niveau d'une thèse est quelque chose de réservé vraiment à des chercheurs spécialisés dans le domaine. Eh bien, après sa soutenance de thèse, elle est allée voir son fils qui lui a dit qu'elle était très fière, mais qu'elle n'avait évidemment rien compris. Et il lui a dit, mais pourtant, ce que j'ai expliqué là aujourd'hui, c'est ce que tu m'as montré un jour. Tu te rappelles pas, avec ce matériel Montessori. Et elle n'avait pas vu dans ce matériel tout ce qu'il pouvait y avoir. Mais cet enfant, qui était brillant en mathématiques, faisait le lien entre un matériel concret Montessori et tout le fruit de son travail de recherche en doctorat. Le matériel que l'on présente aux enfants, il est là pour représenter un concept dans son ensemble, dans toutes ses facettes et ses dimensions. Là où un adulte très peu porté sur les maths ne verra dans le cube de perles de 1000 qu'un ensemble de 1000 perles, ce sont 1000 perles, un enfant, il verra peut-être un cube de côté 10. Tiens, un cube de côté 10. Le cube de 10. 10 au cube. Est-ce que ça ferait pas 1000 ? Et cet enfant se préparera ainsi, tranquillement, à l'apprentissage des puissances. Bon, si je me lance là-dedans, je pourrais vous parler 1 heure de chaque matériel Montessori, tellement ils sont riches. Et justement, à chaque fois dans mes formations, j'explique le sens du matériel, ce que l'enfant peut en retirer, comme je vous le disais un peu plus tôt dans cet épisode, pour que vous ne risquiez pas de supprimer un matériel, de ne pas le proposer à votre enfant, parce que vous avez l'impression qu'il n'est pas très utile, et du coup sans voir tout ce qu'il introduit plus tard. Alors je vais donc m'arrêter là, mais j'espère vraiment vous avoir convaincu que oui, la pédagogie Montessori a toute sa place à la maison, appliquée par des parents qui sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Ça, c'est peut-être la chose à laquelle je tiens le plus, ma raison d'être, ma raison de travailler, c'est que les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants et que je veux les aider à reprendre ce rôle pleinement ou à le déléguer en toute connaissance de cause. Et puis après tout, Maria Montessori avait nommé sa première école Maison des enfants. Alors pourquoi ne pas tout simplement transformer nos propres maisons en maison des enfants ? Et je rajouterai peut-être maison des enfants et des parents, parce qu'il s'agit aussi que nous trouvions notre place dans ces maisons. Nous avons tout notre rôle à jouer et ces maisons doivent aussi s'adapter à nous et à nos besoins. Je vous laisse donc sur cette pensée, transformer nos maisons en maisons des enfants. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ce podcast. À très bientôt, votre petite sourisette, Anne-Laure.